I was just interested as a citizen, because at that time, the voice of Woodrow. Avant que le monde entier ne célèbre Robert Redford comme une légende du cinéma, il dut affronter l'épreuve la plus cruelle qu'un père puisse connaître. Son premier fils, Scott, à peine venu au monde, fut brutalement arraché à la vie par une maladie soudaine. La nouvelle s'abattit sur lui comme un coup de tonnerre au moment même où sa carrière commençait à peine à s'ouvrir devant lui. Et dès cet instant, une fissure irréversible se grava dans son cœur. Une blessure que ni le temps ni la gloire ne purent jamais refermer. L'image d'un jeune Redford, éclatant de beauté, au sourire lumineux qui séduisait des millions de spectateurs, dissimulait en réalité une douleur indicible. Derrière les projecteurs, dans la solitude des nuits, sans sommeil, il se laissait ronger par l'absence de cet enfant qu'il n'aurait plus jamais dans ses bras. Ce n'était pas seulement une perte, mais un gouffre béant qui allait hanter son existence tout entière. Peut-être est-ce, dès ce moment-là, que chaque rôle qu'il interpréta, chaque regard mélancolique que le public croyait voir dans ses yeux, portait en vérité l'ombre de ce chagrin intime. Devant la caméra, il était l'icône hollywoodienne, le séducteur inoubliable. Mais une fois les rideaux tombés, il redevenait un père meurtri, silencieux, prisonnier d'un deuil impossible. L'histoire de Robert Redford ne s'ouvrit pas sous le signe de la lumière, mais sous celui des ténèbres. Des ténèbres dont il ne se libéra jamais vraiment, même après avoir goûté à la gloire et à l'admiration universelle. Et pourtant, ce fut de cette obscurité qu'émergea l'éclat unique de son regard, une lueur envoûtante que le monde entier admira, sans deviner qu'elle était née des larmes et du désespoir. Après l'épreuve insoutenable qu'avait représentée la perte de son premier fils, Robert Redford tenta de donner un nouveau sens à sa vie. En 1958, alors qu'il n'était encore qu'un jeune acteur en devenir, il épousa Lola Van Wagenen. Elle était belle, cultivée, animée par des convictions profondes et un engagement social qui résonnait avec la soif de sens de Redford. Leur union semblait alors ouvrir une porte vers la reconstruction. Dans ses bras, il trouva d'abord une consolation, une forme de paix fragile qui lui donnait l'illusion d'un équilibre retrouvé. De cette union naquirent 3 autres enfants. La maison familiale se remplit de rires, de jeux et de cris d'enfants, comme pour masquer le silence glaçant laissé par Scott, le fils disparu. Aux yeux du monde, Redford paraissait avoir surmonté l'épreuve. Sur les photos de famille publiées dans la presse, on voyait un père aimant, entouré de ses enfants, et une épouse souriante à ses côtés, mais l'image était trompeuse. Car derrière le vernis du bonheur familial, une ombre persistait, tapie dans chaque recoin de son existence. Le deuil, Redford n'en parlait jamais, ni à ses enfants, ni même à Lola. Son chagrin s'était transformé en un mur de silence, une barrière invisible qui l'érigeait entre lui et les autres. Ses proches racontaient qu'il pouvait passer des heures assis dans le jardin, une cigarette à la main, le regard perdu dans le vide. Son corps était là, mais son esprit semblait ailleurs, figé dans un passé qu'il refusait ou ne pouvait abandonner. L'absence de Scott devenait une présence fantomatique, un compagnon de solitude que rien ni personne ne parvenait à chasser. Lola tenta de le comprendre. Elle fut patiente, tendre, attentive. Elle supporta ses silences, ses absences, ses brusques changements d'humeur. Mais peu à peu, la distance s'installa. L'homme charismatique, qui faisait battre le cœur de millions de spectatrices, devenait pour elle un étranger dans leur propre maison. Plus sa carrière brillait à Hollywood, plus il se refermait dans son monde intérieur. Les tapis rouges, les tournages, les interviews l'entouraient de projecteurs,
Mais chaque triomphe public accentuait la solitude intime. Ce contraste était insoutenable. Le monde entier voyait en lui une star conquérante, un séducteur, une icône. Mais Lola, elle, voyait l'homme derrière le masque, fragile, marqué, enfermé dans une prison de souvenirs. Elle comprenait qu'aucune reconnaissance, aucune gloire ne pourrait jamais combler ce vide. Après 27 ans de mariage, l'inévitable survint, la séparation. Elle fut discrète, presque silencieuse, à l'image de leur douleur. Aucun scandale, aucun éclat. Juste la fin d'une longue tentative de réparer l'irréparable. Redford ne fit pas de déclaration publique. Il garda, comme toujours, ses émotions enfouies. Mais ceux qui l'entouraient savaient que ce divorce n'était pas seulement la fin d'un amour, c'était l'échec d'un homme à se libérer du fardeau de son passé. C'est dans cette épreuve que naquit l'aura mystérieuse qui allait coller à sa peau toute sa vie, car ce que le public percevait dans son regard bleu, profond et mélancolique n'était pas seulement du charisme. C'était la trace d'une douleur trop lourde pour être exprimée. Ce voile de tristesse donnait à ces personnages une intensité unique. Chaque sourire semblait contenir une ombre. Chaque silence résonnait d'un non-dit. Hollywood y voyait une énigme fascinante. Mais en vérité, il ne s'agissait que d'un homme blessé qui avait choisi le silence comme seule arme pour survivre. Derrière les murs de son foyer, Robert Redford n'était pas l'icône immaculée que le monde adulait. Il était un père endeuillé, un mari épuisé par l'effort de paraître solide, un homme hanté par l'absence. Cette contradiction entre l'image publique et la réalité intime allait devenir l'essence même de sa légende. Car plus il souffrait, plus il brillait à l'écran, et c'est cette dualité, la douleur muette d'un homme et l'éclat éclatant de l'artiste, qui fit de lui une figure à la fois lointaine et infiniment proche de chacun de nous. Au moment où sa vie personnelle vacillait entre douleur et silence, la carrière de Robert Redford, elle, s'élevait vers des sommets que peu d'acteurs atteignent. Les années 60 et 70 furent celles de sa consécration. Son visage lumineux, ses cheveux blonds, son regard bleu pénétrant firent de lui l'un des symboles de l'âge d'or hollywoodien. À l'écran, il incarnait le héros charismatique, l'amant idéal, l'homme que tout le monde rêvait d'aimer ou de devenir. En 1969, le monde le découvrit véritablement avec Butch Cassidy and the Sundance Kid. À côté de Paul Newman, il forma un duo qui devint mythique. Leur complicité, leur énergie, leur élégance firent de vibrer les spectateurs du monde entier. C'était plus qu'un western. C'était la naissance d'un mythe. Le rôle du bandit séduisant et insolent, baptisé Sundance Kid, allait coller à sa peau au point que des années plus tard, Redford choisit ce nom pour son festival de cinéma indépendant. Déjà, le public pressentait qu'il n'était pas seulement une star, mais qu'il allait marquer l'histoire du cinéma. Puis vinrent les années de gloire. The Way We Were, 1973, aux côtés de Barbra Streisand, révéla la facette romantique de Redford. Sa beauté solaire contrastait avec un regard toujours voilé de mélancolie. Derrière le sourire radieux, le spectateur percevait quelque chose de plus profond, de plus fragile. Ce n'était pas un simple séducteur, c'était un homme hanté, et c'est précisément ce mélange qui captivait. En 1976, All the President's Men confirma sa place au panthéon du cinéma. Dans le rôle du journaliste Bob Woodward, Redford incarna la rigueur, l'engagement, la quête de vérité. Le film devint un manifeste de journalisme libre, et Redford, un symbole d'intégrité. Il ne jouait pas seulement un personnage, il semblait livrer une partie de lui-même, de ses propres combats intérieurs, de son refus du mensonge. Hollywood avait trouvé en lui l'acteur parfait, beau, talentueux, populaire.
Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que chaque rôle était pour Redford une manière de transfigurer sa douleur. Ce qu'il ne pouvait exprimer dans sa vie privée, il le glissait dans ses personnages. Les silences lourds de sens, les regards perdus, les sourires brisés. Tout cela portait la marque de ses blessures intimes. Sa filmographie devint ainsi le reflet de son âme fissurée. Sa carrière ne se limita pas à l'interprétation. En 1980, il passa derrière la caméra et réalisa Ordinary People. Le film, qui raconte l'histoire d'une famille dévastée par la mort d'un enfant, fut perçu comme une mise en abîme bouleversante de sa propre vie. Le public et la critique furent saisis par la sincérité et la douleur qui traversaient l'œuvre. Pour ce premier film en tant que réalisateur, Redford reçut l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Mais au-delà des récompenses, c'est l'aveu implicite de ses blessures qui toucha le plus. Ordinary People n'était pas seulement un film, c'était une confession voilée, un cri étouffé adressé au monde entier. Dans chacun de ses succès, il y avait donc un double visage, celui de l'icône hollywoodienne adulée et celui d'un homme en lutte avec ses fantômes. Les spectateurs, sans le savoir, se reconnaissaient dans cette dualité. Ils aimaient en lui non seulement l'acteur splendide, mais aussi la vulnérabilité qu'il devinait derrière le masque. Ainsi, plus sa carrière brillait, plus son mythe grandissait. Mais paradoxalement, plus la lumière des projecteurs s'intensifiait, plus son ombre intérieure s'épaississait. Car pour Redford, le cinéma n'était pas une simple carrière, mais une échappatoire, une thérapie silencieuse. Jouer, réaliser, produire, autant de manières de donner un sens à ce que la vie lui avait brutalement arraché. C'est dans cette tension permanente, entre gloire publique et douleur privée, que naquit la légende Robert Redford. Un homme que le monde voyait comme invincible, mais qui, dans le secret de son âme, portait le poids d'une tragédie. Et c'est précisément cette contradiction qui fit de lui non pas seulement une star, mais un artiste universel dont chaque film encore aujourd'hui comme une confession voilée de sa propre humanité. Si la vie privée de Robert Redford était marquée par des fractures intimes, il sut pourtant, avec une force presque surhumaine, transformer ses blessures en un élan créatif et altruiste. Là où d'autres auraient sombré dans l'amertume ou le silence définitif, lui choisit de sublimer ses épreuves en un héritage. Sa carrière ne fut pas seulement une succession de triomphes hollywoodiens, elle devint une quête, donner un sens à la douleur et offrir aux autres ce qu'il aurait voulu qu'on lui offre dans ses heures les plus sombres. La première manifestation éclatante de cette volonté fut la réalisation d'Ordinary People en 1980. Ce film, qui raconte l'histoire d'une famille dévastée par la mort d'un enfant, résonnait comme un miroir brisé de sa propre vie. Derrière la caméra, Redford ne cherchait pas seulement à diriger des acteurs, il exorcisait ses fantômes. Chaque scène, chaque silence portait la marque de sa blessure intime. Lorsque le film reçut l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur, ce fut une reconnaissance officielle de son talent, certes, mais aussi une confirmation que son art avait touché le cœur du public, précisément parce qu'il était habité par une vérité personnelle. Mais Redford ne voulait pas se limiter à sa propre voix. Dès les années 70, il comprit que le cinéma avait besoin d'espaces de liberté, loin des diktats commerciaux d'Hollywood. C'est ainsi qu'il créa le Sundance Institute, puis le Sundance Film Festival. Ce geste fut à la fois un acte de rébellion et un acte d'amour. Rébellion contre une industrie obsédée par le profit, amour pour ces jeunes cinéastes qui, comme lui autrefois, avaient besoin d'une main tendue. Sundance devint rapidement le sanctuaire du cinéma indépendant. Quentin Tarantino y présenta Reservoir Dogs,
Steven Soderbergh y lança Sex, Lies and Videotape. Damien Chazelle y fit découvrir Whiplash. Tous ces films, qui marquèrent ensuite le cinéma mondial, n'auraient peut-être jamais vu le jour sans la vision et l'obstination de Redford. Il avait pris un risque insensé, hypothéquer ses biens personnels pour maintenir le festival à ses débuts. Mais il croyait en une idée simple et révolutionnaire. Le cinéma doit être un espace où les voix minoritaires, fragiles, dérangeantes, peuvent se faire entendre. Ce n'était pas qu'un projet culturel, c'était un prolongement de son propre parcours. Lui qui avait perdu un enfant, lui qui avait connu la douleur du silence, voulait donner une tribune à ceux que l'on n'écoutait pas. Là où la vie lui avait arraché une partie de lui-même, il offrait aux autres la possibilité d'exister, de raconter leurs histoires, de transformer leurs blessures en œuvres. Parallèlement, son engagement social et politique s'affirma. Redford ne fut jamais un acteur enfermé dans son confort. Sa notoriété, il l'utilisa comme une arme. Pendant plus de 50 ans, il mena un combat inlassable pour la protection de l'environnement. Des montagnes de l'Utah aux forêts menacées, des océans pollués aux terres sacrées des peuples amérindiens, il porta sa voix partout où la nature était en danger. En 2009, il prit position contre le projet de pipeline Keystone XL, dénonçant sans peur les puissants lobbies pétroliers. Pour lui, défendre la planète, c'était aussi défendre l'avenir de ses enfants et petits-enfants, un devoir moral né de ses propres blessures familiales. Son militantisme était profondément lié à sa conception de l'art. Pour Redford, cinéma et responsabilité civique étaient indissociables. Il répétait souvent « Un artiste ne doit pas seulement divertir, il doit éclairer, questionner, déranger. » Ces mots, il ne se contenta pas de les prononcer, il les incarna. À travers Sundance, il donna une voix aux marginaux. À travers ses engagements, il devint l'un des rares acteurs hollywoodiens à transformer son charisme en une force politique réelle. Ainsi, la douleur intime de Robert Redford, au lieu de l'éteindre, alimenta un feu qui illumina bien au-delà de lui-même. Chaque deuil, chaque fracture, chaque silence qu'il avait dû supporter se mua en un acte de transmission. Sa légende ne se résume pas à ses films, mais à cette capacité presque miraculeuse de convertir ses cicatrices en lumière pour les autres. Et c'est dans cette tension, entre un homme blessé et un mentor visionnaire, que se trouve l'essence même de son héritage. Redford fut une star, certes, mais plus encore, il fut un passeur. Et c'est en cela qu'il demeure inoubliable. Comme si la vie n'avait pas déjà assez éprouvé Robert Redford, le destin frappa une nouvelle fois, implacable, en 2020. À l'âge de 58 ans, son fils James Redford s'éteignit, emporté par un cancer du foie contre lequel il luttait depuis des années. Pour Redford, ce fut une blessure aussi profonde que celle qui l'avait marqué à ses débuts, lorsque Scott, son premier enfant, avait été arraché à la vie. La douleur d'un père de voir partir son fils, non pas une, mais 2 fois dans une même existence, est une tragédie que peu d'hommes pourraient supporter. James n'était pas seulement son fils. Il était devenu, au fil des ans, un compagnon de route, un alter ego artistique, réalisateur, producteur, activiste engagé dans la défense de l'environnement. Il incarnait une forme de continuité de l'œuvre paternelle. Là où Redford avait ouvert des chemins, James les prolongeait avec sa propre voix, sa propre sensibilité. Ensemble, ils partageaient des convictions communes. L'importance de l'art, de la vérité et de la responsabilité face à la nature. Sa disparition fut donc doublement cruelle. Elle priva Redford non seulement d'un enfant, mais aussi d'un héritier spirituel. Les proches racontèrent que ce deuil brisa définitivement ce qu'il restait de son élan public. Jusque-là, malgré son âge avancé, Redford avait encore fait des apparitions,
soutenant Sundance, s'impliquant dans des combats écologiques, tenant parfois des discours. Mais après 2020, il choisit le silence. Il se retira presque totalement dans son refuge des montagnes de l'Utah. À Sundance, là où la neige et les arbres lui semblaient être les seuls témoins dignes de sa douleur. Ses rares amis admiraient sa dignité face à l'épreuve. Il ne se laissa pas aller à la colère ni à la plainte. Mais ses yeux, eux, ne purent cacher la tristesse abyssale qui l'habitait. Dans les rares photos qui circulèrent après 2020, on voyait un homme amaigri, vieilli, le regard perdu dans le lointain. Ce n'était plus la star flamboyante, ni même l'icône du cinéma indépendant. C'était un père endeuillé, un survivant qui avançait jour après jour avec le poids insupportable de 2 deuils. Les journalistes qui tentèrent de recueillir ces paroles se heurtèrent à un mur de silence. Dans un communiqué laconique, Redford déclara seulement « Mon cœur était brisé. James vivra à travers son œuvre et à travers ceux qui l'a inspiré. » Ce fut sa seule confession publique, la plus simple, mais peut-être la plus déchirante. Derrière ces mots sobres, tout le monde comprit qu'il s'agissait d'un adieu non seulement à son fils, mais aussi à la scène publique. Car après ce drame, Redford ne chercha plus à jouer, ni à réaliser, ni même à paraître. Les films appartenaient au passé. Sundance, qu'il avait fondé et porté toute sa vie, continua son chemin sans lui, entre les mains des générations suivantes. Quant à Hollywood, il s'en détourna définitivement. Loin des caméras, il choisit une existence dépouillée, rythmée par le cycle des saisons et le silence des montagnes. Certains dirent qu'il avait enfin trouvé une forme de paix. D'autres, au contraire, pensèrent qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même, un homme qui avait trop donné, trop perdu. Mais tous s'accordaient sur une chose. Robert Redford n'était plus le même depuis la mort de James. Ce drame ferma une boucle tragique commencée avec Scott et transforma ses dernières années en un lent crépuscule empli de souvenirs et de fantômes. Ainsi, la vie, qui lui avait offert la gloire et l'admiration universelle, lui arracha ce qu'il avait de plus précieux, ses enfants. Et si le monde se souviendra toujours de l'acteur, du réalisateur, du fondateur de Sundance, l'homme, lui, restera à jamais marqué comme un père brisé par la perte. Alors que ses deuils successifs auraient pu l'écraser définitivement, Robert Redford trouva dans un autre combat une raison de rester debout, celui de la défense de la nature et de la justice sociale. Là où ses blessures intimes l'avaient réduit au silence, son engagement pour l'environnement lui permit de retrouver une voix puissante, respectée, parfois redoutée, qui fit de lui bien plus qu'un acteur, un militant, un témoin, un lanceur d'alerte. Dès les années 1970, alors que sa carrière connaissait ses premiers sommets, Redford s'investit dans des causes qui dépassaient le monde du cinéma. Il comprit très tôt que la gloire pouvait être un outil, une caisse de résonance au service d'un message. Tandis qu'Hollywood le consacrait en idole romantique, lui préférait arpenter les montagnes, les forêts et les rivières, cherchant dans la nature un refuge face à ses démons. C'est là qu'il trouva l'énergie pour mener un nouveau combat, celui de la protection de la planète. Il est imbécile. Son nom devint rapidement associé à des initiatives écologistes majeures. Il travailla avec le NRDC, Natural Resource Defense Council, soutint des campagnes de protection des espaces publics et se fit entendre sur des dossiers brûlants comme celui du pipeline Keystone XL, contre lequel il s'éleva avec une force inébranlable. Ses tribunes dans le New York Times ou le Washington Post n'étaient pas de simples coups de communication de stars. Elles étaient rédigées avec la gravité et la passion d'un homme qui savait que la survie de l'humanité
passait par le respect de la nature. Pour Redford, ce combat n'était pas abstrait. La nature représentait un lien intime avec sa propre histoire. Dans les montagnes de l'Utah, où il avait choisi de s'installer et de créer le Sundance Institute, il retrouvait une paix fragile, une respiration que la vie lui refusait ailleurs. Les arbres, la neige, les vastes horizons, tout cela lui rappelait qu'il existait encore une beauté inviolée, un ordre plus grand que les blessures humaines. Protéger cette beauté devint sa mission. Dans ses discours, il associait toujours l'art et la responsabilité. Un artiste ne doit pas seulement créer, disait-il. Il doit aussi répondre à son époque, défendre ce qui mérite de l'être. Cette conviction traversait toutes ses actions. Le cinéma, pour lui, ne pouvait se limiter à divertir. Il devait éveiller les consciences. C'est pourquoi, à Sundance, il encouragea des films traitant de sujets difficiles, l'injustice sociale, les minorités, les déracinés, la crise écologique. En donnant une scène à ces voix marginales, il offrait au cinéma la mission qu'il avait toujours rêvé pour lui, celle d'un miroir de vérité. Ce rôle d'activiste donna à Redford une dimension nouvelle. À mesure que sa vie privée sombrait dans la douleur, sa vie publique s'élevait dans la dignité. Les plus jeunes le découvrirent moins comme un acteur que comme un défenseur de la planète. Des générations entières qui n'avaient jamais vu Butch Cassidy ou The Sting connaissaient son nom grâce à ses interventions pour le climat. C'était là une autre forme d'immortalité, celle du combat juste, transmise au-delà des écrans, et pourtant, derrière cette énergie militante, le poids de ses drames personnels n'était jamais loin. Ses proches racontaient que parfois, après un discours enflammé, il s'isolait dans sa cabane de bois, épuisé, presque vidé. La voix publique avait masqué l'homme privé, mais elle ne l'avait pas guéri. Redford n'était pas un militant invincible, il était un survivant qui puisait dans ses douleurs la force d'en faire des batailles universelles. Ainsi, sa vie prit une dimension paradoxale. Plus il perdait dans l'intimité, plus il donnait au monde. Comme si chaque fils arraché, chaque amour brisé, chaque silence douloureux se transformait en une force nouvelle pour défendre ce qui lui restait. La nature, l'art et la possibilité de vérité. Robert Redford s'est éteint comme il avait vécu ces dernières années. En silence, loin des projecteurs, dans son refuge des montagnes de l'Utah. À 89 ans, il a quitté ce monde au cœur de la nuit, paisiblement endormi, entouré de ceux qui l'aimaient encore, et enveloppé par le souffle des forêts et le froid éternel des sommets enneigés. Sa mort fut annoncée comme douce, presque apaisée. Mais pour ceux qui le connaissaient, elle portait le poids de toutes les douleurs accumulées, de toutes les pertes qui avaient marqué son existence. Les hommages affluèrent du monde entier. Hollywood perdit l'une de ses dernières icônes de l'âge d'or. Les festivals rappelèrent Don Ratir son rôle de fondateur visionnaire. Les militants écologistes saluèrent une voix qui, pendant un demi-siècle, avait défendu la Terre avec passion. Mais au-delà des titres et des honneurs, ce que chacun ressentit fut avant tout un vide. Comme si la disparition de Redford rappelait brutalement que même les légendes sont mortelles, que même les héros portent des cicatrices invisibles. Car son histoire ne fut pas seulement celle d'un acteur magnifique ou d'un réalisateur couronné d'Oscars. Elle fut celle d'un homme marqué par les deuils, qui tenta de transformer ses blessures en lumière. Un père brisé qui trouva dans l'art un exutoire et dans la nature un refuge, un artiste qui choisit de donner aux autres, aux jeunes cinéastes, aux voix marginales, aux oubliés, ce que la vie lui avait refusé. Dans ces derniers jours, ses proches racontent qu'il avait un rituel, se lever à 3 heures du matin,
s'asseoir devant la grande baie vitrée de sa maison et contempler les montagnes. Là, il murmurait parfois des phrases Wuni à voix basse, comme s'il parlait à ses enfants disparus. « J'ai marché assez loin, disait-il, dans un souffle que seuls les murs de bois et le vent pouvaient entendre. » Ce fut peut-être sa manière d'annoncer son départ, de dire qu'il avait accompli sa route, malgré les blessures, malgré les pertes. Et son héritage ne se mesure pas seulement en films, ni en trophées, il se mesure en regards bouleversés, en consciences éveillées, en générations inspirées. Redford laisse derrière lui une œuvre qui transcende le cinéma, une trace indélébile de ce que signifie être humain, fragile, blessé, mais capable de transformer sa douleur